Cet après-midi, direction l'Italie, oui, je vous raconte l'amphithéâtre Flavien, du nom de la famille des empereurs qui l'ont fait édifier. Un théâtre de la gloire de l'Empire, mais aussi de toutes ses dérives, ou la véritable histoire de celui qu'on connaît sous le nom de Colisée. Pourquoi son édification a-t-elle été décidée ? Quelle était l'importance de ce lieu de spectacle dans la vie de la Rome antique ? Édifié il y a près de 2000 ans, le Colisée est-il aujourd'hui en péril ? Europe 1, 15h, 16h, historiquement vôtre. le récit, Stéphane Bern. Nous sommes en l'an 80 de notre ère, en plein cœur de la Rome antique, pendant les Jeux d'ouverture du Colisée, ce monument gigantesque sorti de terre en 10 années à peine. Une prouesse architecturale que l'empereur Titus inaugure ce matin-là et pour les 100 jours à venir. Son nouvel amphithéâtre sera le cœur battant de Rome, l'artère centrale par laquelle doit couler le sang et grâce auquel celle que l'on surnomme déjà la ville éternelle peut espérer conserver son statut. Le premier acte commence. Il s'agit de la mise en scène, à nos yeux sordides, je préfère vous prévenir, de mythes antiques. La conception du Minotaure est rejouée devant le public et à cette fin, une condamnée à mort déguisée en Pasiphaë, reine de Crète, est accouplée de force avec un taureau. Le ton est donné ce jour-là pour les siècles à venir. Voilà ce que le Colisée a surtout à offrir à l'histoire. Une insoutenable débauche de violence, d'humiliation et de cruauté. Après la condamnée à mort vient le tour d'un voleur à qui l'on fait revivre le supplice de Prométhée. En l'absence de vautour, on le jette en pâture à un ours d'Écosse, ramené du point le plus septentrional de l'Empire. Soudain, à la surprise générale, l'arène se remplit d'eau et d'autres condamnés se voient forcés de mettre en scène leur propre mort dans un simulacre de bataille navale. Comme au temps des Étrusques, ces jeux sont sacrés pour les Romains, et ce ne sont qu'un petit avant-goût du spectacle pour cette journée qui ne fait que commencer. Elle sera d'autant plus légendaire que le combat le plus attendu de l'après-midi oppose les deux champions du moment, les gladiateurs Priscus et Verus. Leur affrontement est si long, si admirable, qu'il marque à jamais les esprits. Les deux hommes ex aequo gagnent tous deux leur liberté et sortent bras dessous, mais exsangues de l'arène. Leur combat est si spectaculaire que pour beaucoup de spectateurs présents ce jour-là, il évoque celui d'illustres héros grecs. Nombreux sont ceux qui pourront dire à leurs enfants « j'y étais ». Enfin, les gradins se vident et chacun rentre chez soi étourdi, subjugué. Le poète martial se retourne une dernière fois pour admirer le tout nouveau Colisée dans la lumière du couchant. Le monument est si haut qu'il donne une impression de grandeur inégalée et fait de l'ombre aux 7 merveilles du monde, du moins à en croire ces vers qu'il inspire au poète. Que la barbare Égypte cesse de nous vanter ses merveilleuses pyramides, que Babylone ne se fatigue plus à célébrer sa magnificence, c'est pour ce seul amphithéâtre que doivent se faire entendre les 100 voix de la renommée. À l'instar des fondations profondes de son Colisée, Rome fut bâtie sur un socle de violence. Ses mythes fondateurs le prouvent. Le fratricide de Rémus, le rapt des Sabines, l'anéantissement de Carthage. Les Romains n'ont jamais fait dans la dentelle, et c'est par la démonstration de sa puissance que cet immense empire a prospéré pendant des siècles. Autrefois pourtant, pendant la République, par méfiance des élites envers les lieux de rassemblement, Rome ne disposait pas d'amphithéâtre et les jeux se déroulaient au pied d'estrades provisoires au cœur du forum. Tout change avec l'avènement de l'Empire en 27 avant Jésus-Christ. Pour trancher avec le passé, l'empereur Auguste autorise la construction d'un petit amphithéâtre. Mais avec ses gradins de bois, il est parmi les premiers édifices à brûler lors du grand incendie de Rome, près d'un siècle plus tard. Nous sommes alors en 64 de notre ère, et l'empereur Néron a profité des destructions causées par le feu pour se construire un gigantesque ensemble architectural. 4 ans plus tard, dépossédé de son pouvoir, Néron se donne la mort et son empire plonge dans la guerre civile. À la fin de l'année 69, l'usurpateur Flavius Vespasianus, sorti vainqueur de ces longs mois de troubles, devient l'empereur Vespasien et par le biais du Sénat fait voter la condamnation post-mortem de Néron. La somptueuse maison dorée, c'est ainsi qu'on nommait son palais, est rasée et l'immense statue de bronze à l'effigie du tyran est grimée en Apollon. Ce colosse de bronze à proximité du site choisi pour la construction d'un nouvel amphithéâtre restera debout pendant des siècles. Et c'est probablement cette statue
qui donnera son nom au Colisée pendant le haut Moyen-Âge italien. En son temps, l'édifice de spectacle porte d'autres noms, le plus courant étant celui de l'amphithéâtre Flavien, du nom de la famille de Vespasien et de sa nouvelle dynastie. L'emplacement choisi par l'empereur pour son Colisée est très symbolique. Il s'agit de rendre au peuple romain cet espace octroyé jadis par Néron et de doter la ville par la même occasion du plus grand, du plus beau stade jamais bâti. Ici, entre le Palatin et l'Esquilin, il sera visible depuis le Capitole, depuis le Janicule, depuis toutes les collines de Rome. Et tant pis pour les coûts ainsi engendrés. Vespasien a de quoi payer. Son fils Titus revient d'une guerre victorieuse en Palestine avec un inestimable trésor de guerre, l'or de Jérusalem, récemment mis à sac. À son retour à Rome en 70, le Sénat lui a accordé le triomphe. En tenue pourpre, monté sur un char tiré par des chevaux blancs, Vespasien et Titus défilent à la tête d'un convoi censé montrer au peuple l'ampleur du butin. Des chariots remplis d'argent, d'ivoire et de pierreries, des objets sacrés en or massif, volés au temple juif. À la fin du cortège, des prisonniers de guerre choisis pour leur belle allure sont destinés à devenir gladiateurs ou bâtisseurs du grand chantier voulu par Vespasien et dont les travaux viennent tout juste de commencer. Sur un immense socle de 6 mètres de profondeur alternant couches de pierre de calcaire, briques légères et mortier, le Colisée s'élève jour après jour, semaine après semaine. Mais l'empereur s'éteint en 79, un an avant de voir l'aboutissement de son projet. Et c'est son fils Titus qui fait ériger le 4e et dernier niveau de l'édifice. L'amphithéâtre Flavien s'élève désormais à 45 mètres au-dessus du sol. Sous les arches des 2 premiers étages se dressent 160 statues en bronze doré. Les façades sont ornées de boucliers d'apparat, de revêtements en marbre, de peintures et de stucs richement colorés. Emporté à son tour par la mort un an seulement après l'inauguration du Colisée en 80, Titus est remplacé par son frère Domitien. Le nouvel empereur parachève les derniers travaux. Il imagine une dernière rangée de gradins en bois au sommet de l'édifice, depuis laquelle les femmes et les esclaves pourront assister au spectacle. Il fait creuser un réseau souterrain de galeries, l'hypogée. C'est un réseau complexe de tunnels qui donne à celui qui y pénètre un avant-goût de la porte des enfers, qu'il rejoindra sans doute après sa mort, si Caron bien sûr accepte de le faire monter à bord de sa barque. Pour impressionner son peuple, Domitien fait construire un système de monte-charge extrêmement ingénieux. Ce sont par ces mêmes trappes qu'hommes et bêtes sont appelés à monter dans l'arène en jaillissant du sable comme par magie. Au pied des tribunes les plus basses se trouvent les travées de marbre où siègent l'empereur et sa famille, les prêtresses vestales et l'aristocratie. Derrière eux, dans les gradins supérieurs, les riches citoyens de la plèbe, puis encore au-dessus, ceux de la classe moyenne et ainsi de suite, jusqu'au sommet. Pour satisfaire ces 50 000 spectateurs, le Colisée emploie un nombre incalculable de machinistes, de costumiers, de forgerons, de vendeurs de nourriture, d'agents d'entretien, des fontaines et des latrines, de gardiens aussi, afin de contrôler à l'entrée les petits jetons de plomb numérotés, ancêtres du billet d'accès au stade. Les jours de pluie ou de grande chaleur, 2000 marins sont employés dans le seul but de déplacer le vélum, ces immenses auvents permettant de protéger le public. Mais parmi tous ces anonymes, ceux qui font par-dessus tout vivre le Colisée sont paradoxalement ceux qui, si nombreux, viennent y trouver la mort. Et même si cela peut nous faire froid dans le dos, pour les Romains, mourir au Colisée est un honneur offert aux parias. À commencer par les gladiateurs, ces héros admirés autant que méprisés. En 5 siècles d'activité, dont 3 de haute fréquentation, le Colisée a connu une succession monstre de cérémonies. Les plus spectaculaires sont celles qu'organisent les empereurs. Pour tout citoyen romain, il s'agit alors de l'événement d'une vie, un moment rare où, sans se mêler pour autant, la société romaine tout entière se côtoie. En l'an 107 après Jésus-Christ, près de 30 ans après l'inauguration du Colisée donc, pour célébrer sa conquête de l'actuelle Roumanie, l'empereur Trajan offre à Rome, au Colisée, le plus grand bain de sang de son histoire. Les jeux durent 123 jours, au cours desquels 10 000 gladiateurs combattent et 11 000 animaux sont massacrés. À la mort de Trajan, son successeur Adrien dépense 2 millions de sesterces pour le seul spectacle d'ouverture de ces jeux d'intronisation. On peut imaginer sans mal
que ce genre de célébration n'est pas de son goût, mais la foule se moque bien de savoir si l'empereur en privé est un esthète pacifique. Il ne peut, ni ne doit, manquer à la tradition. Le spectacle commence. Les tueurs d'animaux armés de leurs arcs et de leurs lances rejouent un simulacre de chasse contre des loups de Germanie, des crocodiles et des hippopotames du Nil. À midi, le soleil à son zénith annonce la partie la moins prisée du spectacle, les peines judiciaires. Beaucoup de spectateurs quittent alors les gradins et partent se restaurer. Toutefois, quelques curieux restent pour jouir du spectacle de condamnés à mort jetés dans des sacs remplis de rats affamés ou celui de chrétiens déchiquetés par des lions. Après le déjeuner, enfin, les gladiateurs font leur entrée, torse bombé, portant fièrement leurs boucliers et leurs casques en forme de poisson. À l'écart, à bonne distance de l'arbitre, les brancardiers déguisés en dieux des enfers sont prêts à emporter les corps des vaincus. La nuit tombe. Le dernier duel de la journée s'achève. À terre, le gladiateur battu vient de lever le petit doigt en signe de reddition. Couché sur le sable, le glaive de son vainqueur est pointé sur sa gorge. Après 3 années d'entraînement dans l'école voisine, formés à la violence et à l'art du combat, ces anciens prisonniers de guerre qui se connaissent n'ont plus peur de la mort. Parmi eux, on compte aussi des marginaux ou des esclaves engagés volontaires pour faire fortune ou gagner leur liberté. Les gladiateurs peuvent devenir très riches. Leurs coûts, et plus encore les sommes d'argent qu'ils génèrent par le biais des paris, font qu'on les épargne plus souvent qu'on ne les tue. Depuis son podium de marbre, l'empereur vient de faire le signe favorable de la main. Aussitôt, le vainqueur jette son glaive au loin et s'empresse de relever son frère d'armes. Les chanceux, qui, comme ces 2 hommes, n'ont pas rencontré Thanatos, dieu de la mort, sont célébrés, adulés comme de véritables vedettes. Mais les quelques héros qui ont obtenu leur liberté lors des combats mémorables sont à leur sortie du Colisée exposés à la même disgrâce sociale que les prostituées ou les acteurs, et n'attirent que le mépris. Car offrir son corps à la vue d'un public constitue peut-être ce qu'il y a de plus vil aux yeux d'un Romain. Quelle ne fut donc pas la stupeur des spectateurs en ce jour de la fin d'année 192, lorsqu'ils virent entrer dans l'arène l'empereur Commode au milieu des gladiateurs. La raison de cette transgression ? L'empereur, à demi fou, admire ces bêtes de foire et rêve d'être l'une des leurs. À maintes reprises, il se met en scène dans des simulacres de combat à sa gloire, refusant de considérer qu'en descendant ainsi dans l'arène, il atteint par la même occasion les plus bas degrés de l'échelle sociale. Un jour, déguisé en Hercule après avoir décapité une autruche, Commode s'approche de la tribune sénatoriale et brandit la tête du volatile. Tous les sénateurs sont pris de fou rire et tentent de le cacher en mâchant une feuille de laurier vite arrachée à leur couronne. Après l'assassinat de Commode en 192, le Sénat tente de reprendre le contrôle, de remettre Rome dans le droit chemin, de redonner au Colisée et à la ville son prestige supposé éternel. Mais quelque chose s'est éteint avec le dernier empereur. Le lieu est désacralisé et bien que de nombreux jeux s'y déroulent encore, l'arène ne donne plus le même prestige qu'autrefois aux princes de la cité. Le christianisme, en train de s'y implanter, portera le coup de grâce à ces traditions désuètes. À la génération suivante, en l'an 260, les valeurs chrétiennes de non-violence infusent dans la société romaine. Lors de jeux organisés au Colisée, l'empereur Galien veut montrer au peuple sa clémence. Venu assister au supplice d'un faussaire de bijoux, il a ordonné que l'homme soit jeté au lion. Mais lorsque la cage s'ouvre, un simple poulet en sort. L'empereur demande à son héros de donner de la voix et de crier à la foule. Il aura subi la tromperie qu'il a fait subir. Le public est hilar, l'effet est réussi. Mais hors de ce grand cirque de pierre, le peuple n'a plus tout à fait le cœur à la fête. Rome a changé, les jeux ne suffisent plus et le pain manque. Le Colisée, à l'image de Rome, entre dans une ère de déclin. En 395 de notre ère, afin d'assurer une meilleure défense du monde romain, plus menacé que jamais par les peuples barbares, l'Empire est divisé en 2. L'empereur d'Occident règne à Milan, occupé à mener des campagnes défensives, tandis que le pouvoir s'est déplacé vers l'Orient, à Constantinople, qui depuis 60 ans se veut l'égal de Rome. La seconde, capitale à subrepticement détrôné la première, et la cité éternelle, autrefois cœur spirituel du monde romain, est devenue un lieu reculé de l'Empire. Le Colisée, à l'image de Rome, a, je vous le disais, perdu de sa superbe.
Après 3 siècles d'une activité foisonnante, il est désormais fermé la plupart de l'année. La nuit, les chrétiens radicaux, fiers de leur victoire dans presque tout l'Empire, viennent profaner cet ancien lieu des plaisirs païens et abattent les statues qui ornent encore les alcôves. À la fin du 5e siècle, après avoir connu plusieurs sacs, Rome finit de se vider de ses habitants et la partie occidentale de l'Empire se désagrège pour de bon. Cette cité mythique qui, au temps d'Auguste, abritait près d'1 million d'âmes, ne compte désormais plus qu'une poignée d'habitants. Les rues, à l'abandon, se couvrent d'herbes sauvages. Au Moyen-Âge, le grand fort Rome de jadis est rebaptisé Champ aux vaches. Les troupeaux viennent y paître, chèvres et moutons gambadent entre les ruines. Quant au Colisée, il s'efface tout bonnement des mémoires. Les Italiens sont persuadés qu'il s'agit des vestiges d'un temple au soleil, autrefois couronné d'un immense dôme doré. C'est un lieu désormais maudit, peuplé d'une quantité de démons ailés et cornus, et qu'il vaut mieux éviter, surtout la nuit. Les moins superstitieux s'y aventurent pourtant, pour y voler toutes sortes de matériaux. Certains s'y installent même durablement. Le Colisée est une ruine habitée où se mêlent charlatans, ferronniers, cordonniers, trafiquants, sorte de cour des miracles à la romaine, à flanc d'une montagne de briques et de marbre, où viennent se nicher des échoppes en tout genre et de petits jardins. Ailleurs dans la ville, une nouvelle Rome sort de terre, grignotant peu à peu le Colisée. Les séismes réguliers facilitent le pillage. Au XVe siècle, des pierres de l'édifice sont transformées en chaux, destinées à la construction du Vatican. D'autres parties continuent d'être visitées par les Romains. Au XVIe siècle, le pape tente de transformer ce lieu de débauche en filature de laine, avec des logements aux étages supérieurs pour convertir les prostituées habituées des lieux en d'honorables ouvrières. Mais le projet est abandonné, tout comme le monument lui-même, qui devient au XVIIIe siècle un lieu de mémoire pour les chrétiens à l'accès limité. Au XIXe siècle, la péninsule italienne devient une destination d'attraction pour les premiers romantiques. Rome et son Colisée figurent comme l'étape incontournable du Grand Tour, cet itinéraire européen que s'offrent les jeunes gens aisés de l'époque, à commencer par les Anglais. À la fin des années 1810, Lord Byron, John Keats et les époux Shelley sont saisis par la beauté de ces ruines endormies. L'enceinte du Colisée devient le lieu de prédilection de ces enfants terribles. Plumes et carnets en poche, bravant les orties et les ronciers sauvages, ils escaladent les murs, grattent quelques vers depuis leur juchoir, où ils attendent patiemment la douce nuit romaine. Byron témoigne de ce tendre souvenir dans un poème resté célèbre. « Je me rappelle qu'au temps de ma jeunesse, pendant mes voyages par une nuit semblable à celle-ci, je me trouvais dans l'enceinte du Colisée au milieu des plus imposants débris de la puissante Rome. Et toi, lune errante, tu brillais sur tout cet ensemble, tu répandais une ample et tendre clarté qui adoucissait l'austère rudesse et les teintes heurtées de ces ruines. » À cette époque, en effet, le Colisée semble tout droit sorti d'un conte. Il est devenu une sorte d'immense verger, jonché de fleurs que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Personne ne sait si c'est à cause des jardinets du Moyen-Âge ou de l'introduction d'animaux et de plantes exotiques autrefois dans l'arène. Quoi qu'il en soit, c'est un lieu unique au monde où les capriers, les figuiers, les pistachiers, les coquelicots et les œillets rouges sang dévalent les pentes de la ruine. 40 années plus tard, en 1860, charmé par les descriptions de ses prédécesseurs, l'auteur américain Nathaniel Hawthorne relate dans son roman l'expérience de sa probable visite au Colisée. Lui qui espérait s'y promener à la nuit, tout à fait seul, constate avec dépit que le site est rempli de touristes américains avinés, jouant à cache-cache sous les voûtes, tandis que là-haut, sur une passerelle spécialement installée pour eux, des visiteurs anglais suivent à la lettre les instructions de leur guide de poche en déclamant haut et fort, bras tendus vers la lune, les vers de Byron. Le Colisée est en train de vivre sa dernière mue en entrant dans ce nouvel âge touristique. En 1870, il est massivement désherbé par les archéologues, soucieux d'entamer sa restauration. Sans leur travail, l'édifice serait aujourd'hui proche de l'effondrement et ne serait pas ce monument qui demeure à ce jour le plus visité d'Italie. À croire que malgré tout, après des siècles de violence et de grandeur, suivis par près de 2 millénaires de douce décrépitude, le Colisée n'a rien perdu de son aura et continue donc de déplacer les foules. Tant que durera le Colisée, Rome durera.
écrivait Lord Byron au sujet de cette ruine qu'il connaissait mieux que personne. Aujourd'hui, les réactions que suscitent les vestiges de cet amphithéâtre, visité par près de 8 millions de visiteurs par an, participent d'un mélange d'admiration, de répulsion et pour beaucoup, d'une certaine suffisance. Car derrière ce morceau de bravoure architecturale toujours debout, l'ampleur des massacres perpétrés dans cette arène où 500 000 âmes périrent aux côtés d'1 million d'animaux nous révolte et nous conforte dans l'idée que notre culture n'a plus rien en commun avec ce passé, que nos sociétés modernes, humanistes et pacifiées ne pourraient cautionner ni même concevoir cette violence de l'Antiquité. Mais n'est-ce pas là une confortable vue de l'esprit ? Face aux barbares de leur temps, les Romains aussi se percevaient comme des êtres raffinés et hautement civilisés. Alors, plutôt que de prendre de haut ce monument de pierre, regardons-le en face, ce lointain miroir de nous-mêmes laissé par nos ancêtres, qui n'en déplaisent aux Gaulois sont surtout des Romains. Eu égard à nos critères, il est vrai que ces Romains nous semblent atrocement cruels, mais qui sait ? Peut-être se trouvait-il déjà en ces temps-là des hommes et des femmes refusant de se rendre au jeu, préférant fréquenter d'autres lieux, ou certains membres du public détournant le regard en signe de dégoût. Quoi qu'il en soit, quand nous entrons au Colisée, comme nous l'avons fait ensemble cet après-midi, quand bien même nous voudrions les dissocier, nous ne pouvons admirer la réussite technique, la magnificence dont était capable la civilisation romaine, sans accepter de regarder l'autre versant moins glorieux, sa violence constitutive, car l'un ne va pas sans l'autre. Et il faut prendre Rome et son Colisée, auquel tous les chemins semblent mener comme un tout, tel que l'histoire nous l'a confié. Europe 1, historiquement vôtre. Marjolaine Beneich, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. Comment le Colisée est-il devenu l'un des plus grands symboles de la Rome impériale ? Oui, alors je pense que c'est d'abord par sa taille. Évidemment, quand on se promène à Rome, on ne peut pas rater le Colisée, mais c'est aussi par sa position centrale dans le tissu urbain que le Colisée a marqué la ville, puisque comme vous l'avez bien rappelé, le Colisée est situé au cœur de Rome, entre différentes collines, et il a aussi acquis une grande notoriété à partir du XVIIIe siècle, lorsque le pape Benoît XIV y a installé un chemin de croix et en a fait vraiment le symbole des martyrs chrétiens, ce qui a donné une grande visibilité à l'édifice. Marjolaine Beneich, je voudrais que l'on s'attarde un instant sur le choix de l'emplacement du Colisée à Rome, qui s'avère justement être un choix symbolique. Le lieu n'a pas été choisi par hasard, n'est-ce pas ? Non, tout à fait. Le choix est effectivement très réfléchi, puisqu'il s'agit pour les empereurs flaviens de rendre au peuple un espace qui avait été privatisé par son prédécesseur Néron, qui donc s'était approprié cette vallée du Colisée pour y installer sa célèbre Domus Aurea, donc ce grand palais, une sorte de jardin peuplé de plusieurs pavillons. Et l'idée des empereurs flaviens est vraiment d'oblitérer ce souvenir de la Domus Aurea en rendant l'espace au peuple. Oui, mais alors pourquoi ça passe par l'édification d'un lieu de spectacle, à votre avis ? Bon, alors il y a d'abord, je pense, une raison pratique qui est qu'il n'y avait plus d'amphithéâtre à Rome, puisque celui de Statilius Taurus avait brûlé pendant le grand incendie de Rome de 64. Et ensuite, l'idée d'édifier un édifice de spectacle est vraisemblablement liée au fait que ça correspond à la sphère traditionnelle d'action des hommes politiques à Rome, qui sont généralement en charge de l'organisation des Jeux. Un mot sur la dynastie des Flaviens. L'empereur Vespasien et ses fils, Titus et Domitien, à qui l'on doit le Colisée. Qu'est-ce qui fait la singularité de cette dynastie ? Qu'est-ce qui la distingue des Julio-Claudiens, leurs prédécesseurs ? Alors, ce qui les distingue d'abord, ça paraît être une évidence, mais c'est qu'ils sont d'une famille différente. Or, jusqu'à Néron, tous les empereurs étaient des descendants d'Auguste. Mais après la mort de Néron, on voit l'avènement de cette nouvelle famille. Et il s'agit d'un avènement un peu différent, puisque Vespasien n'est pas donc le fils de l'empereur, il n'hérite pas du pouvoir, mais il est un soldat qui est acclamé par ses troupes, un général. Et donc, il s'agit de l'avènement à l'Empire d'un homme d'action qui est reconnu par ses pairs. Même si, dans un second temps, on rebascule vers un fonctionnement dynastique,
puisque dès sa prise de pouvoir, Vespasien associe son fils Titus au pouvoir. Mais les Flaviens mènent une politique urbanistique à Rome. Quelle est-elle? Alors, elle est de 2 types. Donc il y a d'abord un premier volet qui est celui dont on a parlé, qui est le fait de rendre au peuple des espaces qui avaient été privatisés. Donc ça s'incarne dans la construction du Colisée. Mais il y a un second grand chantier flavien à Rome, qui est celui du Forum de la Paix, donc d'un nouveau forum construit dans les années 71-75 et qui est dominé par le Temple de la Paix, construit pour abriter justement ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire les objets volés dans le grand temple de Jérusalem, dans une volonté d'exalter cette mise en place d'un nouvel empire pacifié. Revenons, si vous le voulez bien, Marjolaine Benich, au Colisée, inauguré donc en l'an 80 de notre ère. Est-ce qu'on peut rappeler à nos auditeurs quel type de spectacles y sont organisés? Oui, alors il y a essentiellement 2 types de spectacles qui sont d'un côté ce qu'on appelle les munera, c'est-à-dire les combats de gladiateurs, donc soit des gladiateurs entre eux, soit des gladiateurs contre des animaux. Et donc ça découle aussi du deuxième type de spectacle, qui sont les venationes, qui sont donc les chasses de l'amphithéâtre. Et il existe un dernier type de spectacle, mais très rare, qui est celui de la nomachie, c'est-à-dire du combat naval, des reconstitutions de combats navals. Mais on sait que, a priori, il n'y en a eu qu'un seul organisé dans le Colisée à l'inauguration. Dans tous les cas, tous ces spectacles sont des spectacles très impressionnants qui font appel à une grande machinerie, à des effets spéciaux qui devaient beaucoup impressionner le public. Mais comment donc on mettait de l'eau, c'est-à-dire que l'eau recouvrait le bas de l'arène, en quelque sorte, et il y avait des barques sur lesquelles c'était vraiment de grandes reconstitutions. Oui, tout à fait. Alors, on sait que puisque les Flaviens s'étaient implantés à l'emplacement de la Domus Aurea, ils avaient notamment pu bénéficier des aménagements hydrauliques qui avaient été faits par Néron pour créer un lac artificiel au milieu de cette Domus. Et donc, ils se sont réimplantés sur ces structures de telle sorte qu'on pouvait en effet mettre en eau l'arène du Colisée. Mais le système devait être vraiment très compliqué, ce qui fait qu'a priori, ça a été fait seulement 1 ou 2 fois dans toute la vie du Colisée. J'ai appris une chose grâce à ce récit, c'est que notamment les condamnations étaient exécutées, si je puis dire, en place publique, donc dans le Colisée. Quand on était condamné, un voleur, par exemple un meurtrier, sa condamnation c'était d'être victime ou des animaux ou c'est terrible. Oui, alors en général, ça correspond à un châtiment qu'on appelle la damnatio ad bestias. Donc on est condamné à être jeté aux bêtes, littéralement. Et donc effectivement, certains condamnés à mort étaient exécutés dans l'arène et, pour ainsi dire, faisaient partie du spectacle. Marjolaine Benech, quelle importance les jeux organisés au Colisée ont-ils alors dans la vie quotidienne de la cité romaine antique? Alors je pense que c'est une place vraiment primordiale, puisque les jeux sont un moment d'abord de cohésion sociale, et c'est aussi un moment important de la vie politique, puisque les jeux sont traditionnellement pour l'empereur, pour l'aristocratie, un moment où on doit se faire voir, où on peut mettre en scène son pouvoir. On sait par l'auteur Tacite qu'après l'adoption du jeune Néron, Claude, son père adoptif, avait organisé des grands jeux, et l'auteur nous dit, dans le but de faire voir Néron à la foule, ce qui montre bien que les jeux étaient un moment de publicité, de visibilité importante. Mais ces spectacles sont donc publics, gratuits, mais qui paye? Qui les finance? Alors en général, ce sont les magistrats qui payent en fait dans l'exercice de leurs charges. Certaines charges imposent d'organiser des jeux, c'est le cas par exemple de l'édilité. Et on a aussi des gens qui peuvent financer des jeux à titre privé. Et évidemment, une des personnes qui finance le plus de jeux, c'est l'empereur, qui peut financer des spectacles sur ses propres deniers, toujours dans un but de visibilité. Et donc c'est apprécié par le public et on se fait bien voir du public en finançant des jeux, j'imagine. Oui, tout à fait. Ben, c'est évidemment la célèbre phrase de César, du pain et des jeux. Si on veut satisfaire la foule, il faut l'amuser et la nourrir. Donc oui, les jeux sont vraiment un moment important. Le Colisée est un lieu de divertissement, mais quelle est la place du sacré dans ces événements? Est-ce qu'il y a une dimension religieuse? Oui, tout à fait. Alors la dimension religieuse, elle est vraiment essentielle dans toute la vie publique à Rome.
et elle est surtout très importante lors des Jeux, puisque les spectacles sont précédés d'une grande procession, qu'on appelle la pompa, et qui traverse la ville. Alors celle qu'on connaît le mieux, c'est non pas celle de l'amphithéâtre, mais plutôt celle du cirque, donc celle des courses de chars. Mais on sait que les dieux étaient promenés à travers la ville, donc leur statue, lors d'une grande procession, que le cortège arrivait jusqu'à l'édifice de spectacle et que les divinités étaient même installées dans les gradins pour participer au spectacle. Et il y a donc une dimension religieuse très forte dans ces divertissements. On le disait il y a quelques instants, les spectacles organisés au sein du Colisée sont ouverts à tous. Le placement des spectateurs répond toutefois à une certaine logique. Il y avait une véritable hiérarchie sociale. Oui, tout à fait. Alors, bon, c'est assez simple. C'est comme aujourd'hui, quand on va au théâtre, les meilleures places sont celles du bas. Et donc, on sait que de manière générale, les sénateurs et l'aristocratie étaient installés dans les rangs inférieurs, à proximité sans doute de la loge de l'empereur et des grands prêtres. Et les rangs intermédiaires étaient consacrés aux chevaliers, donc à une sorte de bourgeoisie, de petite noblesse romaine. Et en partie supérieure se trouvait donc la plèbe, ainsi qu'une zone a priori réservée aux femmes. Vous voulez dire, et c'est ce que vous nous avez appris en préparant cet entretien, au sein de l'amphithéâtre, femmes et hommes étaient séparés en vertu d'une loi décrétée par Auguste près d'un siècle avant l'édification du Colisée. Pourquoi on séparait les hommes des femmes ? Alors, donc ici, vous faites référence donc à cette Lex Iulia Theatralis, donc la loi sur le théâtre, qui effectivement a été mise en place par Auguste dans les années 20-17 avant Jésus-Christ. Et donc l'idée est effectivement de fixer un ordre social. C'est aussi en vertu de cette loi que les gens sont répartis dans les différents espaces des gradins. Et la séparation homme-femme s'explique a priori par une volonté de garantir la moralité des spectateurs, puisqu'on sait, par exemple par Ovide, qui explique dans L'Art d'aimer que les édifices de spectacle étaient des lieux de drague, puisqu'il raconte comment draguer sa voisine lorsqu'on va au cirque, par exemple. Et donc, on a l'impression qu'effectivement, il devait y avoir un ton un peu licencieux qui régnait dans les gradins. Et Auguste avait entrepris une grande réforme morale qui passe sans doute par la séparation des hommes et des femmes dans les édifices de spectacle. Marjolaine Benaïch, le Colisée a été édifié il y a près de 2000 ans. C'est aujourd'hui le lieu le plus visité d'Italie, puisque 8 millions de visiteurs s'y pressent chaque année. Cette surfréquentation met-elle le site en péril ? Alors oui, bien sûr, effectivement, c'est un site archéologique qui subit de nombreuses dégradations, que ce soit aussi bien les gens qui font des graffitis que les gens qui emmènent un bout du Colisée dans leur valise, ou éventuellement même des problèmes liés par exemple à la pollution urbaine qui attaque la pierre. Donc oui, c'est un édifice qui souffre beaucoup du tourisme et de la surfréquentation. Mais on peut tout de même noter que des efforts sont en cours, puisqu'une grande restauration du Colisée a déjà été entamée et se poursuit toujours. Mais de manière générale, il faut noter bien sûr que cette surfréquentation, elle concerne malheureusement tous les sites archéologiques, que ce soit en Italie ou ailleurs. Tous les grands sites sont victimes du tourisme. C'est le cas par exemple à Pompéi, où une partie des maisons s'écroule. Mais on peut espérer que porter l'attention sur ce genre de problème va mener à prendre des mesures contre cette dégradation des sites archéologiques. Merci beaucoup Marjolaine Benaïch de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire du Colisée de Rome. Pour en savoir plus encore, je vous recommande, chers auditeurs, la lecture du livre « Le Colisée, l'histoire et le mythe » de Keith Hopkins et Mary Bird, traduit en français et réédité dans la collection Texto des éditions Talendier. Un ouvrage passionnant qui nous a permis d'ailleurs de nourrir notre récit aujourd'hui. Merci beaucoup. Historiquement Vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.